Dans les 2 prochains retours d'expérience, on va voir comment la question de la réhabilitation de l'espace public, c'est l'occasion de s'interroger du coup sur l'allongement de la durée de vie des produits, des équipements et des matériaux qui les composent. En particulier dans le 15e arrondissement, pour commencer, environ 100 tonnes de pavés qui devaient être déposés aux alentours du conservatoire Frédéric Chopin ont été l'opportunité et une nouvelle source de gisement pour le projet. L'équipement faisait l'objet justement, ce conservatoire, d'un projet de réhabilitation et d'extension au même moment et au même endroit que cet espace public attenant. Donc on va voir tout de suite comment ce gisement a pris place dans le parti pris architectural, quelles ont été les étapes du projet, en particulier les étapes liées à la validation technique de ce gisement et de cette opportunité. Et du coup, je vous demande de bien vouloir accueillir Vladimir Doré. Merci. Et oui. Je vais commencer par un quart d'heure de publicité. Eric Demello qui a fait tout le projet en réalité. Si tu voulais bien te lever et puis donner pour que la petite plaquette où on détaille tout ce que je vais vous raconter puisse circuler à travers la salle, ce serait chouette. 1000 mètres carrés quand on arrive, 1300 mètres carrés quand on repart, c'est l'échelle de l'équipement dont on parle. Là, on a mis quelques-uns des acteurs. À la fin du petit film qu'a fait l'atelier Géminet et qu'on diffuse tout à la fin de cette intervention, il y a la liste peut-être de la centaine d'intervenants qui ont contribué à ce projet. Le conservatoire Frédéric Chopin a été installé dans les années 70, en bordure du 15e qu'on connaît bien, un peu traditionnel, sur des anciennes friches ferroviaires. C'était l'occasion pour Bernard Zerfus de faire une nouvelle dalle, puis il en avait fait quelques-unes avant, et on est sur un quartier très typique de cette période-là qui a pas fonctionné très longtemps. Le conservatoire au départ, c'est ce petit édifice-là qui est très finement réalisé, et en réalité tout se passe en dessous. Et en fait, tout ce qui se passe autour, c'est du reliquat. Et puis en fait, Zerfus, lui, il se raconte que la vie se passe au-dessus sur la dalle. En réalité, Paris est plutôt les pieds sur terre et on voit pas du tout l'équipement. Ça s'améliore un petit peu en 95 quand Didier Bigot fait une surélévation de ce même conservatoire et on commence à apercevoir un édifice qui est au-dessus de la dalle depuis la rue. À l'intérieur, on est en sous-sol quoi. Alors ça se passe bien parce que les gens ont envie de bosser et qu'ils s'aiment bien et que voilà, c'est un lieu qui reste attachant. Ça, c'est des photos qu'on a prises juste avant la démolition. Et nous, sincèrement, on est attachés à ce lieu. Maintenant, les retours qu'on avait des usagers, c'est que non, l'attachement n'y est pas, quoi. Ça, c'est l'auditorium qui est au-dessus, mais un auditorium, ça n'a pas de fenêtre, donc. Et par contre, il y a des parties qui sont réellement très très bien éclairées, avec une approche architecturale qui est liée quasi exclusivement au visuel. Et puis on a fini par se rendre compte qu'il n'y a pas que ça. Commencer par l'acoustique, puis ensuite la température, la façon dont les murs résonnent. Le bureau du directeur, juste en dessous du bureau du directeur, l'entrée du conservatoire, donc ça c'est 95. Et dans l'entrée, quand on est devant l'entrée, on voit le bureau au-dessus, l'entrée en dessous. Quand on se recule, on s'aperçoit qu'on est sur la dalle. Et en 2023, après 10 ans d'efforts, la ville de Paris et Paris Habitat, qui est propriétaire de tout le foncier alentour, a réussi à démolir l'entrée du conservatoire. Donc on n'entre plus, mais en même temps, on voit la façade. Avant, franchement, on voyait rien. Et quasiment, si on n'avait pas l'entrée à refaire, on pourrait rester comme ça. Il y a une amélioration qui est considérable, rien qu'avec la démolition de la dalle. Et nous, on arrive juste après, on restaure le socle, on crée l'entrée, et juste au-dessus, on prolonge la partie de bureau avec un élément qui se veut léger et dont la minéralité rentre en écho en fait avec tout le béton alentour. Et ce minéral-là, je vais faire un petit tour sans perdre trop de temps des éléments majeurs de réemploi sur le projet. C'est des plaques de parement qu'on a récupérées sur un lycée qui était à Marseille, parce qu'on a cherché la ressource pendant un petit moment. À l'intérieur, beaucoup plus facile. On a récupéré les portes du rez-de-chaussée pour en faire les panneaux qui permettent de gérer l'acoustique du lieu, donc dans la salle de répétition de l'orchestre, qui est juste au-dessus de l'entrée. Et puis sur l'arrière,
on a l'auditorium qui avait été implanté en 95, qu'on va agrandir et réhabiller entièrement avec le petit pavé qui est là et dont on va parler plus en détail. Dans le socle, on bricole parce que la démarche frugale, en réalité, ça démarre par le plan. C'est vraiment le plan, faire le minimum de trucs. Donc là, on a dit, on a ce patio qui n'est pas utile pour éclairer, on arrive à éclairer toutes les autres salles autrement, donc on le couvre et on en fait un studio de danse qui est la deuxième salle majeure du projet. Et puis ensuite, on bricole le dessus avec les pariculteurs qui arrivent, donc l'agriculture urbaine. On en profite pour récupérer des éléments en toiture qui étaient des ombrières pour faire des jardinières. On en profite pour se raconter qu'avec les éléments qu'on a déposés au rez-de-chaussée de menuiserie, on va faire une serre. Finalement, ce ne sera pas réalisé. Et avec ça, vous avez une idée de ce qu'on a fabriqué. Et dans quoi ce petit pavé participe. À quoi ce petit pavé participe. On y va. Donc, son rôle architectural, c'est d'intégrer en fait une matérialité proche de la brique à l'intérieur d'un grand ensemble. Donc, de faire entrer le 15e plus traditionnel, trouver une forme de pérennité, non pas de pérennité, de porosité architecturale. On le met en œuvre de manière hyper simple, plein surjoint, aussi régulier que possible, et c'est pas aussi super évident de trouver une régularité et une homogénéité complète. En tout cas, on arrive à faire ça, une vraie grosse masse bien dodue. Et on reconstitue cette forme quasi éléphantesque en mettant en valeur les descentes de charge verticales, et on le voit sur le petit détail, mais je ne vais pas m'attarder, en masquant tout le chaînage horizontal. Et puis ensuite, dans les détails de mise en œuvre, il y a le pied de façade qui est un élément essentiel. Au passage, on voit les dalles 40-40 qu'on a récupérées à droite à gauche et qu'on a retournées pour trouver une forme d'homogénéité. On a le pourtour de fenêtre qui est un élément majeur parce que ça donne à voir l'épaisseur du bardage. On n'est pas en briquette, on est vraiment sur un truc un peu particulier. Et après, on a, pour seul élément de modélature, ces petits abris à oiseaux qu'on a au début, ils étaient prévus acheter dans le commerce, puis on a eu l'idée de les faire réaliser par un atelier de modelage, et donc ça nous a permis de mixer un contexte opérationnel extrêmement prudent. Je vais y revenir, extrêmement prudent. Avec un truc extrêmement spontané, qui est d'aller voir un atelier de modelage, les ateliers du carrousel, leur dire est-ce que ça vous amuserait d'appeler la LPE pour dire bon, comment est-ce qu'il faudrait faire, et puis finalement d'arriver à introduire une part de spontanéité dans ce contexte opérationnel-ci. Entre l'idée et le projet, ça c'est ce qu'on a réalisé, ça c'est 2019 le concours. Ce qu'on a fait, le concours. Donc déjà le modèle en phase concours était assez complet. L'idée vient tout simplement de la première visite de site. On a baissé les yeux, on a vu qu'il y avait ces pavés, il y en avait des blancs, il y en avait des rouges, en tout cas ils étaient là. Et en fait, ce qui nous a été dit, c'est que toute la partie en rouge sur le plan que vous avez sous les yeux, ça allait être un autre chantier. Un chantier mené directement par Paris Habitat qui allait avoir lieu en même temps que le nôtre. On avait intérêt à ce qu'il ait lieu en même temps que le nôtre, parce que si l'entrée handicapée n'était pas mise en œuvre au moment où nous on avait fini, bah on n'entrait pas dans notre nouveau conservatoire. Donc première question, tout bêtement, combien on en a, combien il en faut. Donc le modèle nous a permis juste de mesurer, savoir qu'il nous en fallait 30 000, et puis après on a été sur place, on a dit bon, sur 1 mètre carré on en a tant, et on a tant de mètres carrés, et du coup on dispose de tant de pavés. Donc on a validé comme ça en concours, et après on a dit on verra bien. On a gagné. On a gagné, dans un premier temps, en phase APS, il y avait toute la concertation, les rencontres très régulières avec les usagers, l'attention n'était pas portée là-dessus. C'était passionnant, mais on n'a pas trop fait gaffe à ça, on s'est juste dit, bon, je suis allé à la poste quand même, j'ai pesé un pavé. Et un pavé, c'était 2 kilos, avec le mortier 2,5 kg, j'ai multiplié par 30 000, 75 tonnes. On s'est dit, mais quand même, pour porter ça sur, je ne sais pas si je vous ai dit, il y a les parkings en dessous. Donc, déjà, il faut chaîner n'importe quel mur de maçonnerie, il doit être chaîné. Donc, on sait qu'on a cet élément-là qui arrive. Et puis ensuite, la question à laquelle on n'a pas de réponse à la fin de l'APS, c'est est-ce qu'il va falloir aller reprendre les fondations 3 niveaux en dessous, sachant qu'on est sur d'anciennes carrières. Et là, sincèrement,
la partie pavée attire un petit peu l'attention de notre maîtrise d'ouvrage. Et elle commence à lui dire, mais vous êtes vraiment, on va le faire. Et donc je produis ce film, j'essaye de convaincre, et puis ça marche. Et du coup, à partir du moment où la maîtrise d'ouvrage se dit, tiens, mais ce serait vraiment intéressant que ça marche, et ben on cherche des solutions. Première solution qu'on a trouvée, c'était réduire le poids des pavés. C'est pour ça que ces pavés sont coupés en deux. On a été, grâce à Guillaume Delestré, qui était l'un de nos deux chargés d'op, seulement 2 chargés d'op sur 5 ans, c'est hyper confortable, surtout Guillaume Delestré, Magali Guyon. On a coupé les pavés en deux, on a fait un devis pour couper les pavés en deux, et puis en même temps, ce Guillaume Delestré avait un pote aux carrières qui nous a permis de savoir comment c'était fondé, parce que les DOE ne nous donnaient rien de tangent. On a fait les études, les sondages pour vérifier que c'était comme sur le papier. On a convaincu le bureau de contrôle de réfléchir à un existant non modifié, c'est-à-dire si on ne rajoute pas trop de poids par rapport à l'énorme masse de béton qu'il y a déjà, on va dire que ça passe, et on valide le principe technique. Maintenant, économiquement, il y a encore un doute. Et on se dit, au départ, de manière assez 20e siècle, on s'était dit, bah, comme sur l'avant, on a enlevé toute la façade rideau et puis on l'a remplacée par un mob. On a dit, au début, on pensait enlever l'isolation de l'auditorium. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'isolation acoustique de 95 correspondait aux besoins thermiques de 2025. Donc on n'a pas besoin d'enlever tout ça. Donc on bricole le bardage qui est vraiment déglingué, juste on remplit les trous avec ce qu'on trouve dans ce qu'on a déposé par ailleurs, et on fait un double mur sur l'ensemble qui va nous permettre de revenir à une économie de projet euro raisonnable. Et ensuite, on vérifie avec Tribu, avec la caméra thermique. Et puis ensuite, bien plus tard, grâce à l'ICEP, 5 minutes ça fait, bien plus tard, grâce à l'ICEP, pour l'ICEP Café, adhérer à l'ICEP, on fait le bilan carbone de ce truc où on se dit peut-être que c'est pas si malin de ça d'avoir ajouté tout ce méthane. Et on s'aperçoit qu'on est il y a 3 fois plus de poids que si on avait tout fait en bois. Et il y a 2 fois moins de poids que si on avait fait un double mur en briques. Et que tout ça pèse 1,5% de l'ensemble de la CV. Donc on quantifie ça et on estime que c'est raisonnable. Et là, il faut que je me speed. La valorisation, ça tombe bien, la qualification a été assez linéaire. Le bureau de contrôle a admis qu'un pavé, ça ressemblait à une brique. Et il y a un document technique unifié qui qualifie ce que c'est qu'une brique, en gros, une dimension, une résistance, etc. Les ateliers de la ville de Paris ont des laboratoires, on passe par eux, on confirme que ça marche. Et arrivé en chantier seulement, le bureau de contrôle, le nouveau bureau de contrôle, qui est quelqu'un de très raisonnable, nous dit bah, refaites tout avec des laboratoires sérieux. Et donc le temps de mettre au point le protocole avec le laboratoire sérieux, on perd 2-3 mois. Et on finit par refaire à peu près les mêmes tests, un en plus sur le gel. Mais voilà, on est vraiment certain qu'un pavé qui reste au sol pour tenir un camion peut tenir 2-3 autres pavés au-dessus. C'est important. D'un point de vue sur la petite plaquette qui circule peut-être, vous verrez tous les autres schémas de validation diverses sur ce projet. Celui-là, c'est l'un des plus linéaires. Franchement, ça marche très très bien. Et dernière partie. En fait, une fois qu'on a tout validé, qu'on est bon, il faut acquérir les pavés. Parce que c'est pas tout ça. Le pavé, il arrive depuis le chantier voisin. Et le chantier voisin, il ne nous attend pas pour faire sa dépose. Et donc, il y a la question de, quand on le dépose, la question de qu'est-ce qu'on en fait au-dessus d'une dalle de parking où on ne peut pas stocker des quantités de palettes. Donc, on est dans un mouchoir de poche et dans une temporalité qui est hyper contrainte. Et dans cette temporalité-là, il faut qu'à un moment donné, on se mette d'accord sur comment on acquiert les pavés, comment on les achète. Paris Habitat nous a dit au début, bon, bah, c'est bon, c'est de la poubelle, on vous les donne. Et ça nous fait plaisir. Après, ils nous ont dit, ouais, par contre, vous ne venez pas les chercher directement chez nous parce qu'il y a le parking en dessous. Si vous faites un trou dans notre étanchéité, c'est chaud de point de vue responsabilité. Donc Paris Habitat missionne, dans le cadre de son projet autour, une autre entreprise qui va avoir le rôle de déposer et qui a une ligne de TPGF à 40 € du mètre carré. Pour vous faire une idée, neuf, on est à 15 € du mètre carré sur ces pavés. Et donc ça discute, et ça discute d'autant plus difficilement que tout le monde a raison. Paris Habitat a raison, c'est un coût pour eux, il faut que ce soit répercuté. La ville a raison, c'est un don, ça reprendre ses volets, quoi.
Et ils finissent par se mettre d'accord. Ils finissent par se mettre d'accord. Les pavés sont déposés, les pavés sont mis en œuvre, mais juste avant, dans les dernières 30 secondes, comment est-ce qu'on assure le truc? Parce que c'est Paris Habitat n'est pas fournisseur de matériaux, elle n'est pas responsable d'un pavé qu'on a transformé en briques. Ça. Donc Paris Habitat va vendre via une plateforme à l'euro symbolique et pas à la ville, parce que la ville ne va pas donner à l'entreprise un matériau à mettre en œuvre. Donc c'est vendu par une plateforme à l'euro symbolique, à l'entreprise qui va mettre en œuvre. La boucle est bouclée et on a pu finir cette partie du projet qui était l'une des parties les moins complexes de ce petit projet que je vous invite à visiter. Je savais pas qu'il y avait le son. Voilà, je connais cette voix. Je vais peut-être l'arrêter tout simplement. Hop. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à venir visiter, il y a quelques visites.